Bonsoir. Nous avons ce soir donc avec nous Jean-François Berche, que j'ai le plaisir d'avoir rencontré aussi au DBF. Donc c'est notre deuxième guest grâce au DBF ce soir. Et donc je l'avais parlé pendant plusieurs mois et finalement il a trouvé le temps de venir, n'est-ce pas? Il a eu le temps de se libérer, ça faisait ça. un bout de temps que je vais venir. Finalement, pourquoi êtes-vous toujours occupé le samedi? Vous êtes un homme très occupé, c'est ça? Moi, je suis un homme marié, c'est pour ça. Ah voilà, ça c'est aussi une raison. C'est pas si facile. Non, je me dévoue à mon travail en général. Et, Vous travaillez le samedi? Je travaille le samedi régulièrement, oui. D'accord. Les gens ne me connaissent pas, mais en deux mots, je travaille pour Sprint. Je suis donc un spécialiste de la longue distance. Et Ah d'accord. une façon pour moi de pouvoir discuter avec les personnes avec lesquelles je travaille et de rencontrer un peu des gens, c'est de travailler le samedi. Donc, pas de chance, Aline. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été obligé de me libérer. Mais vous rencontrez quand même pas mal de monde au DBF, n'est-ce pas? Régulièrement, ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande pour toute la communauté française. Hein. Bon, ça prend qu'un lundi par mois. C'est très intéressant. On rencontre des gens bien. La preuve, je suis ici. D'accord. Ça permet de créer des réseaux. On en a tous besoin. On est une petite communauté, hein, après tout. Et Sprint n'a eu aucun problème à vous engager, vous êtes français par hasard finalement? Je suis français, non, je suis français à 100%, hein. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Par contre, j'habite aux États-Unis tout à fait par hasard. Et le fait que Sprint m'ait embauché, c'est uniquement parce que je suis français, hein, dans un sens où on est associé, je ne sais pas si tu le savais, avec Deutsche Telekom et France Télécom. Donc tu as été engagé en France? Non, j'étais engagé aux États-Unis, bon. mais sur mes qualités de langue française et de langue anglaise également. Pour tout ce qui est, je m'occupe de tout ce qui est petites entreprises. Françaises? Majoritairement. Hein. Je parle 4 langues couramment, donc je me suis décidé de me mettre sur tous les créneaux. Mais pour l'instant, je me suis mis sur le créneau français. Après tout, c'est la langue que je parle le mieux. Et j'explique un peu aux gens comment économiser de l'argent au téléphone, parce qu'après tout, c'est une dépense. D'accord. Et mon Sprint qui travaille avec France Télécom a dit, tiens, pourquoi pas après tout embaucher un Français, un francophone d'origine à ce poste, au lieu d'avoir un Américain qui parlerait français aussi bien, peut-il parler français. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un dans la langue maternelle. Et finalement, tu es américain de nationalité? Non, du tout. Je suis américain uniquement parce que je suis marié à une américaine. Ah d'accord, donc tu es un permanent résident. Tout à fait, oui. J'ai la grande chance d'avoir une carte verte. Ça m'a pris une bonne année. Donc tu as la carte verte pour deux raisons. Tu es marié et tu as un emploi. En fait, j'ai la carte verte parce que je suis marié. Et ça, c'est la raison numéro un. Et par la suite, j'ai trouvé un emploi. J'ai fini mes études. J'ai fait des études de commerce international. Et puis après, j'ai fait un MBA, ce qui m'a permis donc de complètement compléter mon panel et de pouvoir par la suite me pencher sur une recherche de travail avec un bon background, en fait, un bon niveau. D'accord. Donc pour quelqu'un qui a un MBA, peut-être... tu aurais peut-être un peu plus d'ambition peut-être de faire ta propre compagnie future. C'est une bonne question. J'ai 24 ans, hein, c'est relativement jeune. Très jeune, oui, pour quelqu'un qui a un MBA. Donc tu as commencé très tôt. J'ai la chance de doubler aucune classe. J'ai fait tout. J'ai tout enchaîné. Non, je suis jamais resté. Redoublé, ouais. J'ai jamais redoublé. Tu as eu la chance. J'ai eu de la chance. J'ai été talentueux. Et tu peux pas monter ta boîte à mon âge, c'est carrément. C'est trop jeune. Impossible. Non. Donc, il faut un peu d'expérience. Il faut de l'expérience. Et puis d'un autre côté, j'aime bien mon boulot. Je suis tombé dans une bonne boîte. Je rencontre beaucoup de gens. Je rencontre beaucoup de boîtes quand même, parce qu'on a, comme tous les commerciaux, on a un minimum d'activité. Donc, je suis toujours en train de me balader. Et ça me permet de rencontrer beaucoup d'entreprises. De ce côté-là, moi, je suis satisfait et je n'ai pas pour l'instant l'intention de monter ma boîte, hein, pas du tout. D'accord, tu es trop jeune. Ouais, je suis beaucoup trop jeune, j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est pas facile, hein, monter ta boîte, il faut déjà trouver le créneau. D'ailleurs, pour Serge, tu as entendu, il a travaillé 15 ans avant de pouvoir vraiment avoir le background. Il faut un nombre de variables impossibles, hein. Il faut l'expérience, il faut trouver le créneau. Pour l'instant, à 24 ans, je n'ai pas encore trouvé la chose. Tu n'as pas trouvé non, je ne pense pas devenir milliardaire ni millionnaire. Avec aucune idée. Avec aucune idée en particulier. C'est pas que je manque d'idées, mais je n'ai pas trouvé l'idée qui me permettrait de me dire « Ah,
C'est ça ce que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et je n'avais pas encore rencontré Serge qui pourrait éventuellement me permettre d'investir dans ma boîte. Donc en fait... Finalement, tu l'as rencontré là? Bah oui, je l'ai rencontré. Il t'a donné la carte? On a fait un échange de cartes protocolaire et on se passera un coup de fil dès lundi prochain. Et tout ce week-end, j'ai pensé à ce que je pourrais faire pour devenir millionnaire bientôt. D'accord. Mais il est extraordinaire. Non, c'était intéressant. C'était franchement très intéressant. D'accord. Et donc, tu avais un petit projet en tête dont tu voulais nous faire part, c'est ça? Oui, je voudrais le milieu de la téléphonie américain est complètement différent du milieu de la téléphonie francophone. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'en France, on a une compagnie, bon, même si tu as une ouverture du marché, hein, on n'a qu'une seule compagnie qui fait local et longue distance, sans avoir trop de choix. Ici, aux États-Unis, bon, ça fait quand même 20 ans pratiquement que tu as une boîte en local. En général, c'est ce qu'on appelle les Baby Bell, les petites boîtes Pacific Bell, South Bell, donc toutes ces boîtes. Et puis, tu as une compagnie qui fait du longue distance. Bon, les choses changent un peu. Il y a différentes choses qui arrivent qui vont permettre aux longues distances de faire du local et au local de faire longue distance. Non, on est en plein dedans, là. Depuis lundi dernier, on est d'ailleurs complètement dedans. Vous offrez du local? Nous, pas tout à fait. On est dans le process de mettre au point, mais disons que c'est quelque chose qui se met au point. Du moins, les structures juridiques t'autorisent maintenant de le faire. Ce qui se passe, c'est que je voudrais un peu expliquer aux gens comment ça se passe, comment il faut être attentif, parce que... on va d'abord éclaircir. La France, c'est France Télécom, c'est ça? La France, c'est France Télécom, tout à fait. Les États-Unis, tu as le local. Bon, c'est une boîte qui finira souvent en Bell. Pacific Bell ici à San Francisco, par exemple. Western Bell. Voilà, ou bon, sur l'autre côté, Bell, voilà, tu peux avoir 9X, mais c'est toutes des petites boîtes qui font du local. Et après, tu as la grosse boîte qui fait de la longue distance, dont tes Sprint, qui est d'ailleurs le numéro 1 depuis très longtemps en matière de satisfaction des clients. Ce que je voudrais faire, ce que je voudrais mettre au point, et je me permets d'utiliser ton show pour inviter tout le monde, c'est que fin février, début mars, je voudrais mettre au point une journée dans laquelle j'expliquerai aux gens quelle est la différence entre le service qu'on a en Europe, qui est majoritairement basé sur une boîte nationale qui possède tout le marché, et le service qu'on a aux États-Unis. Parce que bon, on a à peu près 400 boîtes de Tu dis téléphone. en Europe ou tu veux dire en France? En France, évidemment, en Europe. Je ne voudrais pas uniquement focaliser sur les boîtes françaises, dans le sens où il y a également des boîtes espagnoles ici. Et d'ailleurs, tu le disais dans le show précédent, dans le sens où il y a pas mal d'hispanisants. Donc, pouvoir expliquer à tout le monde comment ça se passe, comment il faut être attentif, comment bien choisir, parce qu'il y a peut-être 3 grosses boîtes, mais il y en a 397 à côté qui revendent du service. Donc, expliquer ça, faire quelque chose d'assez sympathique. Je pense que tu as peut-être des idées, comment tu le ferais toi-même. Quelque chose qui soit interactif, je suis pour l'interaction. D'accord, mais le truc c'est que tu veux organiser une journée où tu rassemblerais des gens, c'est ça? Je rassemblerai des gens, je leur expliquerai un peu comment il faut être vigilant, comment il faut faire attention, parce que les dépenses en matière de téléphone vont très haut, très rapidement. D'ailleurs, une approche que j'ai fait systématique, chacune des personnes qui est intéressée sur comment économiser de l'argent en matière de téléphone est libre de me téléphoner à n'importe quel instant ou m'envoyer une facture. Avant de commencer, par exemple, France Télécom, est-ce qu'ils font aussi du business avec, par exemple, l'Allemagne? Non, c'est que français. Depuis le début de cette année, il y a une ouverture des marchés. Dans tous. Dans l'Europe de façon générale. Donc France Télécom peut offrir leur service à une compagnie allemande? Je te dirais pas oui. Je ne suis pas rentré en France depuis pratiquement 2 ans. Non, mais je voulais savoir, je me demande. Et il serait bien que je me documente, surtout quand on passe à la télévision, mais... Non, je ne sais pas exactement quelles sont les restrictions. Il y a des accords et chacune des boîtes nationales essaie de protéger son marché. Bien sûr. Donc je ne sais pas exactement. C'est comme Pacific Bell, pendant longtemps voulaient protéger leur marché, finalement ils ont perdu et ils ne peuvent plus être que les seuls à vendre du local. C'est normal dans le sens où on essaye tous d'aller dans une économie de marché et que ça semble logique et qu'un monopole comme ça est tout à fait inacceptable. D'un autre côté, France Télécom, Deutsche Telekom et Sprint sont des partenaires et ils ont des accords entre eux et il y a évidemment une protection du marché national. D'accord. Ce sont des choses qui évidemment sont sûrement réévaluées de façon régulière, mais je suis trop petit dans la société pour savoir et pour donner plus de détails là-dessus. Okay. Moi, je m'occupe d'un segment particulier. Je m'occupe des petites boîtes sur San Francisco.
Une fois, ça me fait penser, si tu parles de longue distance, je sais que maintenant, ce qui est populaire, c'est de composer le 10, 3, 2, 1 ou le 10 quelque chose. Et une fois, j'ai eu le sticker de composer le numéro 10 de MCI et ça m'a fait $4 la minute. Alors, j'étais absolument... Ça fait cher. Ouais, alors je les ai appelés, ils me disent ah, non, parce que vous n'êtes pas nos clients, etc. Donc, il y a beaucoup disons, de promotions qui sont misleading. C'est un bon point dont tu parles. Quand tu fais un code comme ça, c'est pour avoir accès directement au réseau de la compagnie. Ça ne veut pas dire que tu sais pas, veut pas dire que tu vas avoir un bon deal d'ailleurs. C'est juste une façon d'avoir accès au réseau. Bon, tu es client avec la boîte X. La boîte Y est en train de te dit tiens non, pendant 15 jours on est moins cher. Tu peux faire le code là et tu as accès directement. En général, c'est quelque chose qu'on aurait tendance à déconseiller parce qu'il y a des charges d'accès. Il n'y a pas forcément une négociation du tarif avec la société en direct. C'est quelque chose qui n'est pas... Bon, c'est peut-être OK dans la matière résidentielle parce que ce n'est pas mon secteur. Moi, je suis business uniquement. Je suis uniquement business. Mais combien même, hein, c'est quelque chose que je déconseille. Mais est-ce que Sprint le fait aussi ? Évidemment, on a tous un code d'accès. Ah, vous avez un code. On a tous un code d'accès. Et c'est une façon plus rapide quand tu décides d'aller de chez la concurrence à chez nous et d'avoir accès directement parce qu'il y a toujours un process, il y a toujours 3-4 jours pour que c'est un flow motion, mais ça prend quand même du temps pour passer d'une boîte à une autre. Bon, pendant ce temps-là, tu peux toujours faire le code d'accès et dès le jour 1, tu vas être sur l'autre compagnie. Mais c'est en général quelque chose qu'on essaye d'éviter. Dans le sens où les gens se disent bon, je suis avec eux, j'ai tout de suite un bon tarif. Pas forcément. Moi, je te conseille de regarder noir sur blanc ce qui est marqué, de savoir exactement où on va, ce qu'on fait. C'est une dépense. Hein. Les gens ont tendance à dire... Et donc, vous essayez bien sûr d'être concurrentiel, etc. Donc, vous essayez de vous comparer aux major providers. On ne se compare même pas. On est les numéros 2, point c'est tout. En matière d'âge, hein, on est quand même au-dessus de 100 ans. Hein. On est pratiquement aussi vieux que la plus grosse boîte locale ETT. À Sprint, c'est la deuxième. On est quand même les numéros 2, oui. On est entièrement en fibre optique. On a le meilleur réseau international. Et on a été classé numéro 1 par JD Power et puis Yankee Group, qui sont deux groupes dans le domaine du technique. En quelle année est-ce que AT&T a été dérégulé ? C'est une bonne question. D'ailleurs, si ma patronne regarde ce soir, elle va pas être de bonne humeur parce que je me souviens pas exactement, mais je dirais que c'est 15 ans. Ça fait début des années 80. Ouais. D'accord, 15 ans. Ouais, ça fait à peu près. Mais justement, tu dis qu'ils existent depuis 100 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant la dérégulation ? Ils ont tous, ils possédaient les petits Bell et puis la longue distance. C'était un peu ce que faisait France Télécom pour nous. Hein. C'était une boîte qui possédait tout le marché. Et puis, Sprint ? Non, AT&T. AT&T, évidemment. Oui, mais tu m'as dit que ce qu'on faisait également, on était une boîte de local. On faisait du service local sur l'autre côte. Ah, d'accord. Voilà. Et on a décidé d'aller longue distance. Et vous avez changé le nom, c'est ça ? Il y a eu une fusion entre deux sociétés à l'époque et on a obtenu le nom Sprint de ces deux fusions, tout à fait. D'accord. Donc Sprint, c'est un nom qui a commencé à être connu il y a 15 ans. Il y a 15 ans, oui, c'est un bon chiffre. D'accord. C'est chiffre passe partout. D'accord. Donc, tu n'as pas encore décidé donc, ni de l'endroit, ni de... Non, je sais l'endroit, ce serait Redwood City. On a une sorte de laboratoire technique qui est quand même génial, il faut le voir. Et je voudrais mettre ça au point. Le fait que j'utilise ton show pour inviter un peu tout le monde me permet de voir un peu les réponses que je vais avoir, en espérant qu'on puisse avoir un numéro de téléphone où les gens peuvent me joindre pour voir un peu quel est le feedback qu'on va avoir. En fonction de ça, mettre au point une date. L'idée, c'est de mettre tout le monde d'accord sur une date en particulier. Et à partir de ce moment-là, voir comment on peut mettre ça au point. Suivant, on a les crédits, on a le local, on a tout ce qu'il faut. Il faut maintenant pouvoir commencer à inviter de façon active toutes les personnes que l'on veut inviter. D'accord. Donc, tu as le local et donc c'est une manière maintenant de faire la promotion et de décider de la date exacte. Décider, arrêter une date fixe, effectivement. C'est pas... samedi, peut-être. Un samedi, c'est un bon jour, dans le sens où les gens ne travaillent pas. D'un autre côté, est-ce que les gens ont vraiment envie de se déplacer ? Combien même la nourriture et le vin seraient très très bons, est-ce que les gens ont réellement envie de venir ? Qu'est-ce que vous allez donner comme appât, comment on dit Comme appât. Si tu veux, ça n'a rien de commercial, c'est pas une façon d'obtenir des clients en plus, c'est une façon d'éduquer un peu les gens.
Est-ce qu'il y aura quelque chose, à part du business, est-ce qu'il y aura par exemple un buffet Oui, il y aura un buffet. On va faire une journée entièrement sympathique avec plusieurs... Donc il y aura quelque chose d'offert. Il y aura, ouais, on peut faire une tombola après tout, pourquoi pas. Hein. Non, il y aura quelque chose, disons, qui dira, bon, c'est peut-être un peu business, mais aussi c'est un peu de activity. Ben, tu vois la façon à laquelle DBF fonctionne. Voilà, on a quelqu'un qui parle, après on a une sorte d'échange de networking, d'échange de cartes de visite et de la nourriture. Et bon, je me suis dit, tiens, je m'y plais bien, c'est quelque chose de bien. J'apprends pas mal parce qu'on apprend bien. Après tout, pourquoi pas faire quelque chose qui serait ciblé sur un secteur particulier. Parce qu'il n'y a pas une boîte ici qui s'installe, qui n'a pas besoin de téléphoner à la France de façon régulière, puisqu'on est tous des expatriés. Donc tu auras un speaker, ce sera toi? Bah, essentiellement, parce que je ne suis pas quand même français ou dernière nouvelle. Tu feras une petite présentation d'une demi-heure. Oui, quelque chose, tu sais, on ne veut pas prendre l'attention des gens trop longtemps, parce que les gens vont commencer à perdre un peu pied et se dire, bon... Pourquoi je suis ici, de quoi ils parlent. Donc, essayer de faire quelque chose d'interactif. Les gens ont souvent des questions. Je pense que tu as des questions sur comment se passe quand tu prends le téléphone, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je paye ça. Une façon intelligente d'expliquer. D'accord. Donc, ce sera un petit peu, disons, une soirée, disons, sympa où les gens se rencontrent. Ouais, un cocktail. Un cocktail. Ouais, une formule cocktail, quelque chose d'interactif. Et c'est toi qui as eu l'idée? Oui, j'ai eu l'idée et je me suis dit, je suis parti un peu partout. Bon, je te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés à DBF, j'avais trouvé que ça avait été une façon très, très agréable de créer un réseau. Oui. Est-ce que, étant donné que tu travailles à San Francisco, ce ne serait pas plus intéressant de faire ça ici? Oui, c'est une bonne idée, mais si tu veux, on a tout notre... côté technique, tout notre réseau, Silicon Valley du côté de là-bas. Qui est à Redwood City, tout notre laboratoire se trouve là-bas. Et en un sens, pouvoir expliquer ce qu'est la fibre optique par rapport au cuivre pour parler au téléphone, ce qui est bon, pouvoir expliquer pourquoi. Il faut être sur place. Il faut être sur place. Et puis on a de grands écrans, c'est assez bien d'ailleurs, c'est assez design. Est-ce que tu y vas de temps en temps? J'y vais assez régulièrement, premièrement parce que c'est là-bas qui est notre service des ressources humaines. Et puis également parce que, bon, de DBF à là-bas, il y a quelques pas. Donc j'en profite régulièrement pour aller regarder. Jusqu'à maintenant, je regardais Monday Night Football, le football le lundi soir. Maintenant, on va faire quelque chose de différent puisque la saison est finie. D'accord, donc vous avez accès à on a accès aux locaux. Tout à fait. Là, on est en train de faire un peu de travaux, évidemment. Il faut toujours remettre un peu les choses à jour, mais on a essentiellement, on a accès pratiquement tout le temps, effectivement. D'accord. Et il faut faire quelque chose, de bien. Vous allez surtout, donc, étant donné que votre speech va être en français, vous avez surtout inventé des francophiles. Oui, tout ce qui est francophile, francophone. J'ai la vision d'étendre ça à la communauté internationale de San Francisco, ou bien qu'à San Francisco, par définition, est internationale. Parce que j'ai découvert que l'Alliance française, ils ont 2500 membres, donc 90% sont américains, sont des francophiles finalement. Et donc, ils ont une newsletter mensuelle où vous pourrez peut-être mentionner ça. Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. On ne peut pas s'arrêter qu'aux personnes françaises, évidemment. Non, mais ce que je vais vous dire, les gens penseraient que les membres sont surtout français, alors que la vérité, c'est que la plus majorité des gens qui sont membres de l'Alliance française sont en fait des Américains. Et pourquoi? Parce que ce sont des gens... les Français, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de faire partie d'un centre culturel français, étant donné qu'ils connaissent déjà le français. La plupart des Américains qui prennent des cours là-bas, c'est parce qu'ils ont un intérêt pour la culture française. Évidemment. Et pour vous donner encore plus de facts and figures, si vous regardez, par exemple, il y a 5 écoles bilingues, ici. Par exemple, l'école lycée français, lycée franco-américain. On penserait que peut-être la majorité sont des Français, alors que 70% ne le sont pas. Donc, c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on arrive aux États-Unis. On est français, on essaie de trouver du travail le plus possible et de travailler sur son accent, parce que c'est quelque chose sur lequel il faut quand même être un peu à cheval. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis, donc je suis entièrement bilingue en anglais et sans problème. Mais c'est quelque chose sur laquelle je me suis pas penché d'avoir des stats aussi. Non, c'est pour vous dire que, par exemple, il y a donc, maintenant qu'ils ont ajouté l'école de la Silicon Valley, je crois, qui a été créée par
Jean-Claude Gasset, comment il s'appelle, Jean C'est une de bonne Apple, question. comment il s'appelle, enfin celui qui était à Apple. Enfin, donc il a fondé, enfin il a aidé à fonder l'école bilingue de la Silicon Valley. Donc il y en a 6 maintenant. Il y a l'école bilingue de Berkeley, il y a 2 ici à San Francisco, lycée français, lycée franco-américain. Je pense que... Voilà, c'est ça. Donc les gens penseraient que la plupart des gens qui vont là-bas sont des Français, alors que la vérité, ce sont des Américains ou d'autres nationalités qui sont intéressés par la culture française. Ou bien des couples mixtes. Par exemple, si toi et ta femme évidemment. ont un enfant, Moi, peut-être que votre enfant... c'est une question qui me concerne justement, comment pouvoir conserver mes racines. Je suis entièrement parti de la France et n'y reviendrai sûrement pas. Et marier une Américaine, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle il va falloir que je me penche sérieusement le jour où éventuellement je deviendrai un heureux papa. Effectivement, c'est un bon point. Ça sera également une façon d'avoir un enfant complètement bilingue, puisque... Voilà, ils iront dans l'école bilingue, non, mais le truc, c'est que, bon, je ne sais pas si je peux faire une comparaison, il n'y a pas par exemple, d'école franco-allemande, d'école franco... il y a des programmes internationaux, c'est vrai, mais il n'y a pas une école qui soit entièrement... C'est-à-dire, il y a beaucoup de cultures qui n'ont pas ce concept Cette représentation. Non, c'est parce qu'il y a plus d'intérêt pour la culture française que toutes les autres cultures. Par exemple, si vous allez à San Francisco, il y a bien sûr l'école maintenant chinoise-américaine, franco-américaine, parce que ce sont donc les 2 cultures les plus, disons, en demande. Ah, d'accord. Je pense. On ne voit pas des écoles, par exemple, suédoises américaines ou norvégiennes américaines. C'est franco-américaines, c'est les plus... Moi, je me suis centré sur ma culture au départ. J'ai eu la chance de faire partie d'un programme international qui m'avait envoyé en France, évidemment, mais après aux États-Unis et en Espagne, parce que je passais à peu près 1 an à Barcelone. Et je suis passé ici, en fait, en coup de vent, je veux dire, je suis resté 1 an, mais pendant ces 1 an-là, j'étais à l'école 8 heures par jour, je n'avais pas le temps de me poser la question de savoir, tiens, quelle est la représentation statistique des personnes inscrites dans les écoles. Non, mais pour t'expliquer... C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Par exemple, les Français sont une minorité, ils sont 50 000, et ils ont 6 écoles bilingues, alors que les Espagnols, ils sont beaucoup plus nombreux et ils n'ont aucune école bilingue. C'est vrai que c'est un ratio qui est quand même assez impressionnant. Oui, la communauté espagnole est immense, et pourtant, ils n'ont pas ce concept de espagnol-american school. Non, c'est vrai. Je pense que ça, c'est dû surtout au travail assez quand même... au travail de bonne qualité que fait notre chambre de commerce, que fait notre poste d'expansion avec des choses comme DBF, c'est quelque chose qui m'a permis d'étendre mon réseau de personnes que je connaisse, de contacts. Français, oui, évidemment. Américains également, évidemment, parce que de temps en temps, on switch sur l'anglais là-bas parce qu'il y a une personne qui parle anglais qui parle qu'en anglais, qui préfère parler en anglais, mais de façon générale... on a quand même un bon réseau, on se serre bien les coudes, je trouve. Et aussi, je crois que, ça c'est un très bon point, mais je crois que les Américains ont une estime très élevée de la culture française. C'est pour ça qu'ils payent pour avoir cette culture. C'est vrai que de façon générale, c'est peut-être un peu prétentieux, non? Mais donc, on peut dire qu'on a une réputation de qualité. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont prêts à payer le prix parce qu'ils pensent qu'ils donneront une meilleure éducation à leur enfant, du point de vue privé. Oui, je pense. C'est ça le concept. Par exemple, s'ils ouvraient une école espagnole américaine, ils ne paieront pas, peut-être. Je ne sais pas. Il faut voir, ça dépend également. Peut-être. Oui, puis ça dépend peut-être aussi du niveau sur la place internationale du pays. La France a quand même une bonne réputation et c'est peut-être pour ça que nos écoles et nos chambres de commerce ont tellement de personnes qui s'inscrivent. D'accord. Oui, il y a aussi, il paraît que le ministère de l'Éducation en France supporte 5000 écoles dans le monde. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire un peu de la promotion de la culture française. On est un petit pays, il faut qu'on s'en sorte par les meilleurs moyens. Oui, c'est ça. C'est un concept que, par exemple, les Américains n'iront pas en France pour essayer de fonder des écoles américaines. C'est-à-dire, c'est un concept typiquement français, je crois, d'essayer de... L'expatriation oui, d'expatriation des professeurs français. Il y a beaucoup... Ils envoient des professeurs français dans tous les pays du monde. C'est vrai. D'ailleurs,
j'ai pas mal d'amis qui ont fait leur service militaire de cette façon, en allant donner des cours à l'étranger. C'est une façon, oui, c'est vrai que c'est une façon de maintenir la culture française à l'étranger. Après tout, il y a plein de raisons pour lesquelles les Français ont envie de s'expatrier, autant essayer de garder un contact avec eux lorsqu'ils sont partis. Et aussi, enfin, disons, le gouvernement français met un gros budget là-dessus. Voilà. Oui, ben, tant mieux. Tant mieux, c'est-à-dire ça nous permet aussi d'avoir une connexion dans tous les pays où on va, et dans toutes les villes du monde. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il faut investir dans la culture. C'est bien mieux que d'investir dans les armes. Exactement, je suis d'accord avec toi. À part que la France est le 3e exportateur de armes. Je pense que... J'ai perdu mon micro. Ouais. Je pense qu'on est dans les deux côtés. Hein. Ouais. C'est-à-dire on a le good and the evil. On est aussi bon dans l'un que dans l'autre, finalement. Oui. Donc, qu'on pourrait donc... je voudrais donc revenir peut-être à votre idée d'organiser une soirée. Oui. Est-ce que vous allez donc contacter juste des business, finalement? Je vais contacter, j'ai déjà commencé à contacter les petites sociétés françaises. Mais vous ne pourrez pas leur donner la date, n'est-ce pas? On n'a pas défini... L'idée est de pouvoir faire quelque chose dans lequel on aura une participation importante. Bon, si j'arrête une date et je dis, bon, ça va être le 18 février, les gens vont dire, ah ben, je ne peux pas me libérer. Je commence à contacter un peu tout le monde, de voir et donner, voilà, faire donner une date cadre. Bon, ça commencera entre le 18 et ça sera entre le 5-6 mars. Quelle est la date qui vous satisfait le plus? Et à partir de ça, pour avoir la plus grande base possible, arrêter une date. Essayer de faire quelque chose qui soit... Quel est le jour qui vous plairait le plus? D'après ce que j'entends de tous bords, le samedi est quelque chose de bien parce qu'il permet aux entreprises de pouvoir faire ça en dehors de leur activité professionnelle. D'un autre côté, aurais-je une grande réponse? Je vais proposer différentes possibilités, début de semaine, fin de semaine. Moi, je trouve que samedi, c'est bien du point de vue expérience pour moi en tant que de faire le programme, parce que c'est un jour où les gens ont le temps de venir. Ouais. Si je faisais ça un jour de semaine, ils disent non, moi je travaille, je ne peux pas venir. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un jour où ils ont un peu plus de temps. D'un autre côté, on n'a pas envie de mobiliser les gens toute une journée. Hein. On peut faire ça de façon demi-journée. Donc 2 heures. Ça sera... Oui, entre 2 et 5 heures, quelque chose de bien, content que les gens viennent, repas. Voilà, quelque chose de genre, c'est quelque chose qui pourrait être... Une soirée, trouver une babysitter, aller voir un cocktail. Trouver une babysitter, ils peuvent aller aller voir Sprint. Oui. D'accord, donc c'est sympa. Merci beaucoup de nous avoir mis au courant de cette idée, c'est pas mal. Peut-être devrais-je donner mon numéro de téléphone si les gens ont envie de m'appeler pour me donner un avis. Non, c'est très difficile de se rappeler un numéro de téléphone oralement. Oui. Donc, je pense que pour donner un numéro de téléphone, il vaut mieux faire par téléphone vous-même. D'accord. Donc, très bien. Je te remercie beaucoup d'être venu. Pas de problème. Et puis, je te reverrai donc ta soirée, c'est ça? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Si je peux Te libérer. Me libérer, voilà. Donc, c'était Jean-François Berche. Qui est un des nouveaux membres de la communauté française ici, actif et très très involved, c'est-à-dire il participe dans beaucoup de networking activities et donc j'espère que ta contribution sera très très positive dans la communauté française. Merci bien. Merci. Le témoignage